On vous fait aujourd'hui un retour d'expérience de cette aventure de conception qu'on a, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On l'a dit ce matin, on l'a répété, en fait les systèmes maraîchers biologiques sont agronomiquement complexes et c'est cette complexité qui permet leur caractère agroécologique, que ce soit des rotations longues des cultures, l'intégration d'engrais verts dans les rotations, la diversité qui est cultivée et potentiellement de l'association de cultures. Et de l'autre côté, du coup, ces choix induisent beaucoup d'impact sur la ferme en termes de production et de diversité, du coup en fait en termes de diversité de la gamme, de rentabilité économique, de vivabilité, de maîtriser un certain nombre d'itinéraires techniques qui n'ont rien à voir les uns que les autres, et bien sûr d'impact environnementaux comme je l'ai dit. Et du coup, cette dimension stratégique, elle est associée à une dimension opérationnelle qui passe à travers la planification, puisque le maraîcher, je fais un petit topo, pour organiser sa production a besoin de la planifier à l'avance, parce que s'il veut vendre un bout de tomate à une date donnée, il doit savoir quand la planter et quand acheter son plan. Cette dimension opérationnelle et stratégique sont liées. Et le but de notre outil de planification, c'est de réussir à réunir ces deux dimensions. Donc, pour explorer des scénarios et concevoir des scénarios de planification qu'on peut ensuite mettre en œuvre. L'autre point d'entrée, c'est plutôt sociaux. Et en fait, c'est qu'on pense que la connaissance est un bien commun qui, dans des systèmes ouverts, innovants, où les agriculteurs ne sont pas pieds et poings liés, c'est eux qui produisent la connaissance d'abord. Et la question derrière, c'est comment ces connaissances, on peut les rendre opérables dans la reconception des fermes à travers, du coup, notamment cet outil. Comment, de l'oralité, de la situation de chaque ferme, on passe à une planification à une autre. Et du coup, on a un peu essayé de caractériser cette connaissance et de lui créer un peu un parcours pour qu'elle soit du coup appropriée. Donc le premier objectif, c'est de réussir à y accéder et de la comprendre. Ensuite, de se l'approprier. Donc je l'ai dit, les fermes ne se ressemblent pas, que ce soit sur leur contexte de culture, le dimensionnement de la ferme, etc. Donc comment cette connaissance, on l'adapte à son propre système. Et ensuite, comment on l'éprouve. Parce que la connaissance, elle a de l'importance que si elle est validée par une mise en pratique effective. Et une fois qu'on l'a éprouvée et qu'on a un regard dessus, comment on la transmet à d'autres. Tout ce petit monde a essayé de s'organiser et de se réunir dans un consortium qu'on a appelé Mesclin. Et on voit ici les acteurs. Donc il y a à la fois des acteurs de la recherche, de l'enseignement agricole, des acteurs privés comme moi ou l'entreprise LCA, et puis des structures de développement agricole, donc chambres ou réseau FNAP. Là, vous avez vu 3 outils, et donc là, on va vous zoomer sur le deuxième, la pépinière, qui est l'outil de planification des cultures, et en fait qui est pensé dans plusieurs usages différents. Donc d'abord l'installation agricole, quand on veut s'installer, devenir maraîcher, par exemple si on fait un BPREA, on va devoir faire un plan d'entreprise, et voilà, sur quelle surface, qu'est-ce que je vais cultiver, combien ça risque de me rapporter, est-ce que je vais avoir des objectifs de chiffre d'affaires, etc. On doit vraiment définir son système et ses surfaces pour essayer de savoir qu'on va atteindre un certain niveau de viabilité. Donc il y a un premier cas d'usage de l'outil qui est vraiment au moment de l'installation. On a pas une feuille vierge parce qu'on part toujours de quelque chose, mais on a une prairie, on a une ferme, on a une parcelle. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va mettre des serres? Combien? Quelle surface? Quel type de légumes? Quel débouché? Donc c'est vraiment conception au sens large du terme, quoi, donc installation. Après, il y a aussi le moment de l'évolution. Je suis un maraîcher, ça tourne assez bien dans ma ferme, mais j'acquiers une parcelle de 2 hectares à côté. Je me dis, bah, tiens, je vais faire évoluer mes rotations, je voudrais changer mes débouchés commerciaux, quelle structure, quel impact ça va avoir sur ma ferme. Ça peut être un moment aussi où on a besoin de se questionner et de simuler un petit peu des scénarios. Donc, deuxième cas d'usage. Et troisième cas, on va dire transition agroécologique au sens large. Donc par exemple, voilà, je fais un système qui tourne, mais j'aimerais bien intégrer plus de couverts végétaux. Donc dans mes rotations, ça va peut-être avoir un impact sur les surfaces disponibles. Éventuellement, si je passe en bio, bah tiens, je vais avoir des prix
de commercialisation qui vont changer, de nouveaux débouchés, et comment tout ça, je peux l'intégrer. Donc c'est les 3 usages qu'on a pensé pour cet outil. Et en départ, voilà, nous, principal, voilà. Donc les principes de départ qui nous ont guidés, c'est déjà qu'on voulait intégrer l'acteur de terrain à toutes les étapes de développement. On voulait respecter la complexité et la diversité des systèmes et des logiques de conception. On disait, mais en fait, on veut laisser quand même un peu le maraîchage, on sait bien que chaque maraîcher a sa manière de concevoir, de planifier. Donc, vous ne voulez pas que l'outil soit un tunnel où on doit aller dans un seul sens, que le sens que nous on avait décidé. On voulait être respectueux de cette logique. Et on voulait vraiment penser l'outil numérique comme un support, on ne voulait pas soustraire, on ne voulait pas externaliser la réflexion de l'utilisateur. On voulait que ce soit juste un support de réflexion, mais la réflexion, elle reste dans la tête de l'usager. Et on voulait que ce soit un outil qui reste accessible, à la fois en termes de prix et de prise en main. C'est des outils qui sont complexes et qui nécessitent à la fois du coup de ramener de la donnée, parce qu'il y a une volonté, en fait, on vous expliquera de présenter des données par défaut qui sont personnalisables pour en gros faciliter le temps de rentrée de ces données, qui sont parfois assez difficilement accessibles d'ailleurs. Et après, donc, de ces données, il faut créer un moteur de raisonnement, puisque même si on ne veut pas extraire la réflexion de l'utilisateur, il faut que l'outil puisse calculer des choses. Et puis ensuite, il faut développer informatiquement. Du coup, nous, le point d'entrée qu'on a eu, c'était vraiment de présenter les interfaces, qui sont les dessins au final des écrans, de ce que l'utilisateur va au final pouvoir voir et manipuler, de les présenter aux maraîchers et à partir de ça d'avoir des retours, ce qui permet en fait de confirmer ou non certains choix qui ensuite sont développés, quoi. Ça a suivi une course un peu itérative sur la 3 années. Interactive aussi. Entre à la fois de la conception, du développement, donc soit de maquettes, soit informatique, et ensuite des retours des utilisateurs. Et pour ça, on a choisi plein de formats différents, plus ou moins adaptés. Donc il y a eu un premier atelier de présentation. On est allé dans 6 endroits en France pour vraiment présenter l'idée, et c'était à la fois de susciter un peu l'intérêt et la curiosité, et puis de faire déjà un tour d'horizon de ce que les maraîchers voulaient ou ne voulaient pas dans cet outil pour prendre des chemins de conception qui étaient les leurs. Et donc ensuite, le deuxième mode de fonctionnement qu'on a eu, c'était de ne pas solliciter trop les agriculteurs quand c'est très occupé, mais d'aller plutôt vers des experts, des accompagnateurs, des conseillers pour des questions très précises de temps de stockage, de fonctionnement des circuits longs, circuits courts, d'engrais verts, etc. Qui en lui-même, je vais le présenter assez rapidement malheureusement, mais il suit un parcours ou non dans l'idéal. On est toujours limité par l'informatique quelque part. Mais il y a l'idée donc, à la fois de pouvoir visualiser à quoi ressemble la ferme à travers un parcellaire, et puis ensuite différents modules qui sont plus ou moins chaînés les uns avec les autres, mais du coup un module débouché qui permet de en fait, concevoir la gamme et d'estimer un chiffre d'affaires sur une année. Ensuite, le module des séries qui permet d'avoir un plan de culture et du coup un enchaînement des différentes séries sur la ferme. Et ensuite, un assolement donc, sur les différentes parcelles de la ferme. Et du coup, tout ça permet au final de générer les chiffres qui sont des bilans en termes de temps de travail et de modèles économiques et environnementaux. Juste peut-être, je précise rapidement, parce que tout le monde n'était pas forcément clair avec le maraîchage, je pense que c'est que les séries, c'est par exemple par rapport à des grandes cultures où on va avoir éventuellement, je ne sais pas, un blé précoce, etc., où on va avoir quelques dates de plantation ou de semis. Alors en maraîchage, sur les salades, si vous voulez des salades toutes les semaines, vous allez pendant une certaine période avoir des plantations chaque semaine. Donc en fait, c'est ça qu'on appelle les séries. Il y a des séries de salades, des séries de radis, des séries. Donc pour une culture, on va les échelonner dans le temps. Et donc l'enjeu, c'est de savoir, quand on a 300 séries sur la ferme, à quel moment on les plante, etc. C'est beaucoup plus complexe
qu'en grande culture où on a éventuellement voilà, un peu de variété précoce. Enfin, je ne dis pas que c'est simple, hein, mais là il y a vraiment ce truc des séries qui a vraiment un enjeu d'enchaîner les séquences de culture dans le temps très particulièrement pour répondre à des débouchés. Voilà, ça nous permet quand même de voir l'enjeu qui est en fait l'enjeu de cet outil principal. C'est l'interface pour dessiner le parcellaire, donc serre ou pas serre, planche ou pas planche. Ça c'est l'écran pour constituer la gamme. On a choisi, ça a été demandé par les agriculteurs de soit considérer un chiffre d'affaires qui permet de connaître une quantité à travers un prix unitaire, ou soit à l'inverse de considérer plutôt une quantité et d'avoir un prix pour ça, quoi. C'est à partir des données que Kevin a récoltées, qui sont situées sur différentes zones géographiques, de ne présenter que la disponibilité, on va dire, naturelle du légume. L'utilisateur vient sélectionner du coup soit une quantité, soit un prix, et donc ça en fait ça va permettre donc, à la fois de générer un chiffre d'affaires hebdomadaire, et puis derrière en fait de prévoir les quantités qui vont être nécessaires à produire donc, sur les différentes séries. Donc ça c'est l'onglet des séries, et du coup admettons que on est en haut saisi une quantité semaine après semaine sur une année, et on va pouvoir ici configurer l'enchaînement de ces différentes séries et calculer automatiquement la répartition des quantités entre les différentes séries s'il y a un chevauchement, par exemple ici, là, entre deux séries. Et derrière, il y a la surface nécessaire à la production qui est calculée à travers un rendement au mètre carré qu'on peut faire varier. Je présente ici rapidement l'onglet assolement. En série, elles sont temporalisées, mais elles ne sont pas encore spécialisées sur la ferme. Là, vous voyez, on a potentiellement différents tunnels sur une ferme, et ces séries, on va pouvoir venir les positionner dans le temps. Avec, là, je ne le présente pas, mais on a un outil indicateur de rotation. Est-ce qu'on respecte ou non les règles de rotation, les temps de retour des légumes sur un même espace. Je passe rapidement, mais un outil de calcul de la semence à partir des quantités semées plantées. Pour la partie bilan, on a pour l'instant surtout travaillé sur la partie modèle économique. On a à la fois donc, des données à remplir qui sont en partie alimentées par la planification, mais pas que, en reprenant un peu cet exercice qui est demandé au BPREA entre les différentes, voilà, un business model assez classique de produits, de charges, de moyens de financement. Et il y a une partie environnementale qui est aussi en cours de développement, où pour l'instant, les premiers entretiens avec les agriculteurs montrent que l'intérêt principal, ça va être d'intégrer des couverts végétaux dans les planifications et voir aussi un focus sur le risque phytosanitaire, c'est-à-dire le risque si on a toujours les mêmes légumes qui reviennent, le mettre en évidence. Et puis essayer aussi simplement d'avoir des indicateurs environnementaux, de gaz à effet de serre, d'énergie, de consommation d'eau, mais sans que ce soit trop de données à rentrer pour les agriculteurs. Donc faire quelque chose d'assez léger. Donc en adaptant aussi d'autres démarches qui existent déjà. Un peu notre fil conducteur, on le disait, c'était ces guidelines, un peu, ces principes qui nous ont été donnés et sur lesquels on s'est accordé avec les maraîchers. Donc c'était de respecter la complexité et la diversité des systèmes, dire que l'outil numérique c'est un support à la réflexion et qu'il est pensé dans un cadre accompagné, et puis d'avoir un outil qui est accessible en termes de prix et de temps de prise en main. Ça a eu un impact vraiment sur certains aspects de la conception. Donc il y a la flexibilité et l'adaptation. On voulait prendre en compte le fait que les maraîchers avaient différentes logiques de conception. Et donc, par exemple, sur la rotation, qui est un enjeu clé à la planification des cultures, parce qu'on met des cultures les unes à la suite des autres, et donc classiquement, surtout en agriculture biologique, il y a des enjeux de rotation. Donc en fait, quand on va avoir des maraîchers et qu'on s'intéresse à la manière dont ils planifient leur rotation, en fait, on voit qu'il y a plein de manières de faire. C'est-à-dire qu'il y a la manière un peu canonique, dire académique, standard, de dire on va raisonner en famille botanique, et voilà, les brassicacées, les chéliopodiacées, les astéracées, et on va avoir un temps de retour de, je sais pas, les brassicacées, il faut qu'ils reviennent tous les 4 ans, etc., etc. Donc ça, on voit que des fois, il s'est appliqué, et en tout cas, c'est rarement appliqué exactement comme ça, ou en tout cas, il y a pas d'ajustement possible, donc c'est pas une seule manière de faire. Il y en a qui raisonnent en légumes, qui disent en fait, j'ai pas vraiment de focus spécialement sur les rotations, je sais que les tomates,
Plus pour les tomates, je vais essayer de les mettre une fois sur 3. Donc il y a des gens qui raisonnent plutôt légumes. Après, il y a des raisonnements en termes de culture salissante, nettoyante. C'est-à-dire, voilà, il y a des cultures qui vont avoir un effet plutôt nettoyant, sous-entendu, qui vont limiter la pression d'adventice pour les cultures d'après. Donc on va alterner ces cultures-là. Il y a aussi la réflexion en culture gourmande, pas gourmande, etc., qui vont être liées du coup au plan de fertilité. Voilà. Il y a plein de manières de gérer ça, et en fait c'est aussi combiné plus ou moins différemment sur les fermes. Et donc on s'est dit, on prend tous ces cas possibles, et le maraîcher peut paramétrer ses règles de retour. Donc soit en famille botanique, soit en légumes, soit il peut aussi saisir des précédents favorables, défavorables par rapport au contexte de cette ferme. Par exemple, une culture type peut être nettoyante dans certains cas et salissante dans d'autres. Des carottes, par exemple, si vous les semez, on considère que c'est plutôt salissant, parce qu'entre les carottes, il y a plein de mauvaises herbes qui passent. Mais si vous faites du maraîchage au sol vivant et que vous semez des carottes sur 40 cm de compost, après les carottes, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Donc là, ça devient nettoyant. Donc en fait, on veut laisser la personne paramétrer ces différents critères. Et ensuite, donc c'est elle qui se fixe ses règles du jeu. Et quand elle a planifié, on va lui montrer est-ce qu'elle respecte ses règles du jeu. Donc, par exemple, si, je ne sais pas si on voit, on n'a pas la petite vidéo, mais par exemple, si après mes aubergines, je vais mettre une culture et que cette culture ne me permet pas de répondre au objectif que je me suis fixé, et ben, ça va apparaître en orange au moment où on va vouloir le mettre. Par contre, si c'est bon, ça va apparaître en vert. Et par contre, la personne a toujours le choix de respecter ou pas l'objectif. Parce qu'on voit bien qu'en maraîchage bio, même les maraîchers bio, vous voyez, ben voilà, sous serre, idéalement, je vais avoir des solanacées tous les 3 ans, mais en fait, j'ai pas la place, j'ai pas assez de serre, etc. Et ben, malgré tout, je sais bien que c'est pas terrible, rompre mes propres règles, et on veut laisser la primauté de décision aux agriculteurs. C'est juste qu'on leur met un point de vigilance. Attention, tu es en train de ne pas respecter tes propres règles, donc sois vigilant par rapport à ça. Une fois qu'on a cet assolement, à partir de la gamme, des séries, etc., c'est de pouvoir optimiser au final sa planification en disant là j'ai un trou où je peux mettre une culture complémentaire, ou je peux, en gros, l'outil me montre si j'ai des périodes dans lesquelles je peux intégrer des engrais verts. Permettre un usage différencié selon les besoins et stades de réflexion. C'est-à-dire que là, je ne vois pas trop le lien avec la... C'était de savoir est-ce que j'ai envie de travailler débouché par débouché, de manière très précise, semaine par semaine, ou est-ce que je veux travailler plutôt à l'échelle de la ferme, sans rentrer dans le détail, quoi, parce qu'on se rend compte que tout le monde n'a pas du tout les mêmes envies de précision, et que pour nous, c'est la nécessité de s'y adapter, quoi. C'est pareil, par exemple, pour les cultures et les variétés. Quand on fait un plan d'installation, on peut dire, pour dégrossir le tableau, on raisonne culture par culture. On n'a pas forcément besoin de sélectionner les variétés. Déjà, dire combien j'ai de mètres carrés de tomates, combien j'ai de mètres carrés de machin, à quel euro je les vends. Donc, on peut commencer à travailler uniquement avec les cultures. Et si après, on veut faire son semencier et faire ses commandes de plan, là, dans ce cas-là, si on a envie de le faire, on va pouvoir préciser. Donc, ouais, c'est aussi l'idée d'être assez flexible sur le niveau de détail qu'on a par rapport à l'usage qu'on va en faire. Alors, pour limiter le coût d'entrée, il y a beaucoup de maraîchers qui disaient, mais en fait, voilà, il y a d'autres outils qui peuvent exister, mais en fait, quand on arrive sur l'outil, il n'y a rien, et donc c'est très 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 lourd de saisir culture par culture, de renseigner toutes ces données, surtout pour des porteurs de projets qui n'ont pas encore d'expérience, c'est très très lourd. Et on me disait, pour commencer à manipuler, faire des scénarios, s'il pouvait y avoir des données au moins par défaut, ça serait pas mal. Et donc c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un énorme travail de base de données pour avoir les cycles de culture, les rendements, les prix, etc., pour avoir un jeu de données par défaut qui permette à des porteurs de projets, des étudiants, de directement rentrer dans le vif du sujet en utilisant ces données, en sachant qu'elles sont complètement paramétrables, c'est-à-dire qu'on peut dire, le rendement de la base, déjà on donne des fourchettes, on ne donne jamais un rendement moyen parce qu'on doit tirer sur le fait que c'est très très aléatoire. Et donc, par rapport à une fourchette de rendement, la personne dit, dans mon contexte, c'est une super terre à carottes, donc je vais mettre plus, ou alors c'est vraiment pas terrible, je vais mettre moins. Donc, tout ça est complètement paramétrable, et on peut remodifier ensuite. Et dans l'idéal, après, c'est que localement, dans l'idée qu'on a, c'est que des structures agricoles ou des maraîchers s'organisent pour collecter des données propres à leur propre territoire et puissent les partager aux autres pour qu'un porteur de projet créé dans une zone puisse récupérer les données de ses collègues le plus adapté possible dans les cycles de culture, les prix, et quitte à les discuter ensemble après. Voilà. Tous les maraîchers nous ont dit qu'on ne veut pas de valeur moyenne, c'est dangereux. Si on met juste un rendement moyen ou un prix moyen,
ça donne une information, mais surtout pour les porteurs de projet, ça leur donner une information biaisée. Et en fait, c'est un métier qui est plein d'aléatoires, plein d'incertitudes. Et donc, il y a plein d'endroits dans l'outil où on a intégré la notion de marge de perte, marge d'erreur, hypothèse haute, hypothèse basse, qui permettent aux gens de se dire, voilà, il peut y avoir le bon côté, le mauvais côté, de pouvoir faire varier aussi l'hypothèse. Et c'était aussi un côté pédagogique de sensibiliser le fait qu'on n'a pas un rendement, un prix, un chiffre d'affaires, et que c'est quelque chose qui a une part d'incertitude. On pense aussi des supports papier, parce qu'on pense que le maraîcher n'a pas envie d'être toute la journée derrière un écran, et puis je ne l'ai pas introduit, mais la planification, c'est un moment qu'on fait une fois dans l'année, qui, comme on l'a dit, est soumis à plein d'aléas, mais qui se permet de se projeter dans l'année, mais c'est en aucun cas une réalité qui se révèle dans l'année, quoi. On a bien en tête que c'est une dimension, on va dire, de projection, et qu'on est plutôt sur des outils papier exportables, imprimables, des exports Excel pour pouvoir ensuite remanipuler les choses derrière, etc., et les manipuler au quotidien sur la ferme, quoi. Donc on aurait plein de choses encore à vous dire, parce qu'il y a plein d'exemples dans l'outil, mais on pourra en parler plus tard. Alors on va conclure et puis on va ouvrir les questions sur les enseignements de cette expérience, et puis on en parlera aussi demain pour ceux qui sont là. C'est qu'on a vraiment vu un réel engouement sur le terrain. On a fait beaucoup de visites de maraîchers, de conseillers, de techniciens, d'enseignants, de porteurs de projets. Je trouvais que c'était vraiment intéressant d'avoir cet outil, facile, manipulable, surtout dans une démarche pédagogique. Mais il y a des freins et des limites. Donc déjà, c'est un processus qui est long, qui prend du temps, d'aller voir à chaque fois les gens, faire des itérations, ça prend vachement de temps. Et ce temps, il peut être un peu décalé par rapport aux besoins des usagers. Quand on a présenté les premières maquettes aux maraîchers il y a 4 ans, ils disaient « c'était super, est-ce que je peux commencer en décembre sur ma ferme ?» en fait, non, là, il faut apprendre les prototypes. Donc voilà, il y a vraiment un travail qui est long. Il faut aussi faire connaissance entre des agronomes, des designers, des informaticiens, des maraîchers, des enseignants. On n'a pas tous le même vocabulaire, les mêmes manières de... Donc il a vraiment fallu apprendre à traduire les informaticiens, c'est pas toujours facile, et vice-versa. Et donc c'est intéressant, mais voilà, ça demande, c'est quand même un vrai défi. Un enseignement, c'est que du coup, si on veut faire intervenir les acteurs, c'est bien de varier les modalités d'intervention. Si on avait dû faire des ateliers avec 10 maraîchers à chaque fois, ça aurait été hyper lourd, hyper chronophage, et les maraîchers n'auraient pas forcément été super tout le temps là. Donc on s'est dit qu'il faut avoir des moments clés où il y a des groupes de maraîchers, et puis le reste du temps, avoir des échanges plus agiles. On va avoir un maraîcher, on passe un petit coup de fil, on va avoir un conseiller agricole, donc d'avoir une espèce de participation assez agile avec différents niveaux d'implication pour que ça ne soit pas épuisant sur le long terme. Un enjeu quand même de gouvernance, cet outil à la fin il appartient à qui? C'est un outil développé sur le fonds public, mais il y a une implication d'une entreprise privée qui nous mutualise un certain nombre de ces briques. Quel modèle économique? On veut que ça soit accessible au plus grand nombre, développé par de l'argent public, on veut que ça soit en accès libre. Mais une fois que l'argent du projet est terminé, comment on fait pour que l'outil soit animé, développé, débugué, etc. Des fois, il y a une vraie tension entre vouloir un outil de qualité et le fait de dire qu'on veut un outil gratuit. Donc tout ça, c'est vraiment des questions qu'on se pose encore et qu'on espère pouvoir en discuter avec vous, même si on a quelques éléments de pistes de début, de briques, de réponses. Mais merci beaucoup. En tout cas, on peut prendre quelques questions.